Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Marc, qui est le dirigeant fondateur de Cambium. Bonjour Mathieu. Bonjour Benjamin. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que Mathieu, tu peux s'il te plaît te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à avoir fondé Cambium? Ouais, alors je m'appelle Mathieu Marc, j'ai créé Cambium en 2020. C'était la meilleure année pour créer une société. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, ça fait plus de 10 ans que je travaille à ce projet. Et en fait, mon parcours, très rapidement, j'ai démarré ma carrière dans un Big Four, un cabinet d'audit qui s'appelle EY, où je faisais du transaction services, donc c'était de l'audit d'acquisition pour des fonds d'investissement qui souhaitaient investir dans des entreprises. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça m'a permis d'apprendre ce que c'était qu'un bilan et un compte de résultat. Et ensuite j'ai passé 10 ans chez Ciparex, où j'ai appris mon métier Mhm. d'investisseur. Mais quand je suis rentré chez Ciparex, c'était pas pour y faire carrière, c'était pour apprendre à être un bon investisseur, justement, pour le moment venu pouvoir créer ma propre société de gestion. Et donc un jour, je déjeunais avec Bertrand Rambaud, le président de Ciparex, qui me dit, ben, on se parle pas souvent, j'ai besoin de savoir ce qui va pas dans la boîte. Si tu as des idées de développement pour Ciparex, on sait jamais. Et je lui réponds, bah oui, des idées j'en ai, on fait plein de choses chez Ciparex, mais on fait pas de côté, parce que Ciparex ne faisait que du non-côté. Et je lui dis, moi de toute façon, je vais créer ma société dans les prochaines années, mais on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, on pourrait aller plus vite, plus loin. Et il me répond, mais c'est une super idée, on cherche à faire du côté depuis longtemps, mais on n'a jamais trouvé la bonne personne. C'était dans notre feuille de route stratégique, mais on l'avait laissé dans un carton. Alors, propose-moi quelque chose et on monte une filiale ensemble. Alors, je ne m'attendais pas à cette réponse, mais donc on a mis un an à peaufiner le projet ensemble. Et puis donc en 2020, je quitte les effectifs de Ciparex, le 1er janvier 2020, pour créer Cambium, pour me consacrer à plein temps à Cambium. Et c'est comme ça que Cambium est né. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Cambium? Cambium, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des PME et des ETI cotées en bourse, françaises et européennes. Mais en répliquant un peu ce que j'ai appris à faire chez Ciparex. Donc, on réplique vraiment les méthodes du private equity dans l'analyse des sociétés. Donc, ça veut dire que c'est une approche très industrielle du métier. On fait beaucoup de diligence nous-mêmes. Quand j'étudie un dossier d'investissement coté, je fais exactement les mêmes diligences que ce que je faisais avant dans un dossier non coté. Donc, ça veut dire que je rencontre les dirigeants, bien sûr, mais j'appelle des clients, j'appelle des fournisseurs, j'appelle des experts métiers. Mhm. Je me déplace en magasin si c'est un business de retail. J'essaie de voir les sites industriels quand c'est possible. Enfin voilà, je fais toutes les diligences qu'on peut faire dans un deal de private equity. La seule chose que je fais pas, c'est que je vais pas lancer un audit sur les comptes parce qu'on peut pas, la boîte est cotée. Mais voilà, sinon à sa près, c'est comme si c'était un deal de private equity. Donc c'est assez différenciant de ce que peuvent faire d'autres acteurs qui ont l'habitude d'avoir une information qui est déjà disponible, pré-mâchée, en allant dans des salons où la moquette est épaisse comme ça. Mhm. Alors c'est très confortable, mais c'est pas comme ça qu'on fait la différence. Et je pense vraiment que le fait d'avoir été à l'école du private equity pendant 10 ans, c'est vraiment un avantage concurrentiel aujourd'hui, spécialement sur le segment des small mid cap. Donc les small mid cap, c'est les PME et les ETI, parce Ouais. que c'est un segment de la cote où il y a très peu d'informations disponibles. Finalement, les boîtes du CAC 40, il y a tellement d'informations disponibles qu'il y a très peu d'écart entre la valeur intrinsèque d'une société et sa valeur de marché. Sur les small mid cap, c'est différent. Ok, elles sont cotées, elles ont l'obligation de communiquer, mais elles communiquent bien souvent que le strict nécessaire. Il faut être capable d'aller chercher l'information soi-même pour se faire sa propre conviction sur une opportunité d'investissement. Et en private equity, par définition, il n'y a pas d'information disponible. La boîte n'est pas cotée. Donc, il faut être capable d'aller chercher son information soi-même. Il faut être capable de faire ses diligences, de faire soi-même son étude de marché. Et ça, c'est ce que j'ai appris à faire pendant 10 ans. Donc ça m'aide D'accord. aujourd'hui beaucoup dans Cambium. Donc pour les non initiés, donc private equity hors marché, c'est-à-dire détenu par des investisseurs privés ou institutionnels, mais en tout cas pas en bourse quelque part, c'est ça? C'est ça. Et toi, tu investis sur du côté, donc des entreprises où les actions sont sur un marché disponible, plus ou moins liquide, c'est ça? Exactement. Le private equity, c'est tout ce qui n'est pas en bourse. Donc, ça va de la start-up jusqu'à la grande société bien connue par tout le monde, typiquement Demeco, Sergent Major, ce genre de sociétés, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Ça, c'est le private equity. Et puis après, il y a tout l'univers des sociétés cotées en bourse. Et donc, ça, c'est la bourse, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Cambium. Et donc, investir dans une entreprise cotée, ça veut dire quoi? Acheter une partie des actions, c'est ça? Alors, effectivement, tu as raison de poser la question. On voit souvent notre métier comme on injecte des fonds dans les entreprises. Alors, c'est vrai parfois quand il y a une introduction en bourse.
effectivement. Mais finalement, c'est des cas assez rares. La plupart du temps, on achète des actions d'occasion, entre guillemets. Il y a les actions neuves, c'est celles qui sont émises par Ouais, les sociétés à l'occasion d'une introduction en bourse. Et les actions d'occasion, c'est celles qui sont déjà détenues par d'autres investisseurs qu'on va racheter. Et finalement, une grosse partie de mon métier, c'est plutôt d'acheter des actions de sociétés qui existent déjà. Alors, ça m'arrive parfois de participer à des introductions en bourse, mais c'est ouais, plus rare. d'accord. Et donc, quel est l'intérêt et pour qui, au final, quel est ton client? Parce que l'entreprise a déjà émis ses actions. Donc, quelque part, si tu les achètes pas forcément à l'entreprise, tu les achètes à un des actionnaires ou à certains des actionnaires. Toi, au final, ton client, c'est qui? C'est des personnes qui te confient des fonds et pour qui tu investis dans les entreprises. Enfin, en gros, à qui est-ce que tu t'adresses? Tu as plusieurs cibles, plusieurs clients, plusieurs fournisseurs. Est-ce que tu peux Je détricoter m'adresse aux ça un deux, peu? mais mon client, c'est mon souscripteur, c'est celui qui me confie de l'argent. Ouais. L'entreprise dans laquelle j'investis, c'est pas mon client, c'est un partenaire. Mm. Ton produit, quelque part aussi. J'aime pas dire ça, non, Ouais, mais c'est pas ça, mais voilà, parce qu'on s'associe quand même avec un dirigeant. Hein. Je passe quand même beaucoup de temps à m'assurer qu'on est compatible, qu'on partage la même vision de la société, que ce sont des gens honnêtes aussi. Ça, c'est très important dans mes critères d'investissement. C'est pas facile à déceler, mais en tout ouais, cas, ça fait partie des critères. Donc, je passe beaucoup de temps et après, une fois que je suis investi dans cette société, on est partenaire. Hein. Donc, c'est pas un produit. Mais en tout cas, c'est pas mes clients. Mes clients, c'est mes ouais, souscripteurs, c'est ceux qui me confient de l'argent. Et mes clients aujourd'hui, on a une centaine de souscripteurs dans Cambium. C'est principalement des chefs d'entreprise. C'est des gens qui savent ce que c'est qu'une entreprise, qui comprennent mon métier, qui comprennent ma façon de faire, qui ont envie de diversifier une partie de leur patrimoine, parce que souvent, une grosse partie de leur patrimoine est dans leur propre boîte. Donc, ils ont besoin de diversifier. Mais ben, souvent, les chefs d'entreprise sont très bons dans leur métier, mais ne sont pas des bons investisseurs. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Et puis parfois, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, dans ce cas-là, ils confient leur argent à quelqu'un d'autre dont c'est le métier et qui fait ouais. ça toutes les journées, comme moi par exemple. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui mes clients. Très bien. Et c'est un marché du coup c'est quoi? C'est des entreprises forcément françaises, européennes, donc les entreprises dans lesquelles vous investissez ou desquelles vous rachetez les actions. Est-ce que c'est un marché qui est liquide? Est-ce que on parlait en préparant l'interview plus risqué que les grosses entreprises ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, c'est des sociétés françaises. Moi, j'investis en tout cas dans des sociétés françaises et européennes d'une certaine taille, donc à partir d'une trentaine de millions d'euros de valorisation des titres, de capitalisation boursière, comme on dit, jusqu'à 2-3 milliards. Donc, ça peut être des grosses ETI pour certaines. C'est pas des sociétés du CAC 40 non plus, Mm. je reste sur ce que je sais faire, mais ça peut être des grosses ETI. Tout secteur d'activité. Je suis un investisseur généraliste. Par contre, j'investis pas dans les biotech, dans les startups, dans les sociétés en perte. J'investis que dans des sociétés qui gagnent de l'argent et qui ont prouvé leur capacité à le faire sur longue période et qui sont à une valorisation que j'estime sous-valorisée, ou en tout cas injustement valorisée par le marché. Et comment je fais pour déterminer si la société est injustement valorisée par le marché? Je fais toute la palette de diligence dont on parlait tout à l'heure, qui me permet d'avoir une conviction sur la qualité de l'entreprise et sur sa valeur. Et si je vois que le marché lui donne une valeur très inférieure à ce que moi j'estime être sa vraie valeur intrinsèque, ben là j'y vais. J'essaie toujours d'avoir des grosses marges de manœuvre sur la valorisation parce que on ne sait jamais ce qui va se passer plus tard. Et en général, quand on investit dans des sociétés avec des grosses marges de manœuvre, des sociétés qui sont déjà sous-valorisées, on a plus souvent des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Quand on investit dans une société qui est en croissance, qui est super belle, qui coche toutes les cases, qui est hyper sexy, qui est dans un secteur où tout le monde veut aller, elle est trop chère en général parce que tout le monde veut y aller justement. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Si jamais il y a le moindre petit grain de sable et le moindre, même si la société est en croissance, mais qu'elle annonce une croissance un peu moindre que ce que tout le monde avait prévu, on peut avoir des cours qui font -20, -30. Mm. Voilà, donc ça, c'est pas ma façon de faire. Moi, je préfère avoir plus de marge de sécurité. Donc, j'investis dans des sociétés à très belle aussi, mais peut-être plus sous les radars Ouais, et moins connues du grand public, mais qui délivrent année après année du résultat, du cash. Voilà, c'est ça ma façon de faire. très bien. Euh, c'est un marché qui est en évolution ou comment enfin, est-ce que toi, tu vois des évolutions, que ce soit chez tes clients, chez les entreprises, est-ce que tu dois t'adapter à ça? Il y a différents, oui,
effectivement, ça bouge un peu de partout. Ça bouge à la fois sur nos sous-jacents, les entreprises dans lesquelles on investit, parce que ça fait historiquement le segment des small mid cap, donc les PME, les ETI en bourse, a quasiment toujours surperformé les grandes entreprises. Parce que tout simplement, c'est des sociétés qui sont plus petites, donc ont des taux de croissance plus importants. Donc en général, quand on choisit les bons chevaux, on fait une meilleure performance qu'avec les grandes entreprises. Ça, c'était vrai jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis, depuis oui, 2-3 ans à peu près, le segment des small mid cap sous-performe les large cap, comme on dit, donc les boîtes du CAC 40. Et ça, c'est un fait nouveau. Donc voilà, ça c'est une donnée de marché, ça va pas durer indéfiniment, c'est pas normal, mais en tout cas c'est une parenthèse. Donc c'est une donnée de marché intégrée qui nous complique un peu la tâche parce qu'il faut l'expliquer à nos souscripteurs. On a beau gagner de l'argent chaque année, on en gagne moins que ce qu'on devrait en gagner normalement, compte tenu de notre historique de performance. Ça c'est le premier point. Et puis au niveau de notre marché, de notre activité en elle-même aussi, il y a des mouvements, puisqu'il y a un gros mouvement de concentration, à la fois chez les producteurs de produits financiers comme nous, les gestionnaires d'actifs, et aussi chez les distributeurs, les conseillers en gestion de patrimoine. Pas une semaine ne passe sans qu'on voit des rapprochements entre acteurs. Donc Mm. c'est un segment, enfin c'est un marché qui se concentre beaucoup. Pourquoi? Parce que la réglementation se durcit. Il y a de plus en plus, on empile les règles, comme dans beaucoup de métiers. C'est aussi vrai dans la gestion d'actifs. Et donc pour faire face à cet afflux de réglementation, il faut de plus en plus de personnes pour s'occuper de ce réglementaire. Et donc ça veut dire que pour avoir des économies d'échelle, il faut grossir, il faut se rapprocher entre acteurs de la gestion et de la distribution côté gestion de patrimoine. Donc ça, c'est une donnée de marché aussi avec laquelle nous, on doit faire. C'est pas forcément quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que qui dit course à la taille, qui dit acteurs qui grossissent, dit aussi standardisation, et puis pas forcément des meilleures performances. Mm. Or, c'est pas ce que le client recherche. Ce que le client recherche, c'est quelque chose de sur mesure. Il veut avoir en face de lui quelqu'un. Il veut pas avoir un process ou un formulaire en face de lui. Il veut savoir qui gère son argent, et il veut avoir de la performance. Ça, c'est important. Et c'est pas parce qu'on est gros qu'on fait de la performance. En tout cas, dans mon métier. Mm. C'est vrai que dans la gestion quantitative, par exemple, donc les fonds quantitatifs, ils s'intéressent pas du tout aux entreprises. Eux, ce qu'ils regardent, c'est les algorithmes, c'est l'évolution des cours. Et en fonction de l'évolution des cours, ils se disent j'achète ou je vends. Mais finalement, ils n'en ont rien à faire de l'actif ou de la société. Là, effectivement, ça peut avoir du sens d'être gros parce qu'il faut avoir des moyens à investir dans l'algorithme, dans les machines, dans tout ça. Moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, au contraire, je m'intéresse à l'entreprise, à son dirigeant, à ses clients. Et donc là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une taille énorme. Par contre, il y a besoin d'avoir de l'expérience. Et il y a besoin d'avoir voilà, peut-être cette façon de penser un peu différente du marché qui fait qu'on fait de la performance. Et à partir du moment où on fait de la performance, c'est ça la clé finalement. Les gens Ouais. viennent chez vous parce que vous faites de la performance, pas parce que vous. Alors, ils viennent parfois chez vous au début parce que vous vous appelez avec un beau nom, mais à la fin, ce qui fait la différence, c'est la performance. Ouais. S'ils restent chez vous, c'est parce que vous faites de la performance. Ouais. Donc voilà. Très bien. Donc, comme dans pas mal de marchés, quelque part, quand il y a la consolidation, ça offre des opportunités pour l'approche plus boutique. On voit ça on a vu ça il y a quelques années pour un secteur que je connais bien dans la bière, où quand tout s'est consolidé quelque part, il y a eu le Ouais, retour des micro-brasseries. ouais, c'est ça. Et puis dans l'hôtellerie, avec pareil, etc. Dès qu'il y a de la consolidation, ça recrée des opportunités. En l'occurrence, tu es multi-entrepreneur. On va pas parler des autres sociétés que tu gères, mais donc tu as une expérience entrepreneuriale variée. Est-ce que tu peux nous partager un de tes apprentissages d'entrepreneur, s'il te plaît? Je sais pas. Les apprentissages d'entrepreneur, bah, si j'avais à retenir peut-être une chose, c'est d'essayer toujours de ne pas reproduire ses erreurs. Parce que les erreurs, on va forcément en faire. Mais l'objectif, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les refaire une deuxième fois. Donc, c'est peut-être ça l'enseignement à retirer de l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est vraiment apprendre en avançant. Et donc, essayer de ne pas reproduire ses erreurs et d'apprendre de ses erreurs. Et tu disais aussi ouais, le fait que quelque part il y a différentes compétences et c'est pas un sujet d'être bon ou pas bon, c'est un sujet d'avoir développé des compétences. Tu parlais des capacités de la compétence d'investisseur pour un chef d'entreprise. Tu peux avoir un très bon chef d'entreprise, mais qui est pas forcément bon investisseur. Donc on apprend des choses nouvelles quelque part à chaque étape. Toi, c'est quoi ton prochain apprentissage ou quelque part la compétence ou la connaissance que tu rêverais d'avoir déjà et qui te rendrait la vie la plus facile pour tes prochaines étapes de développement?
Ah, il y a une compétence qui me manque, en tout cas que je n'ai pas suffisamment, mais je pense que j'ai fait un trait là-dessus. Je pense que je l'aurai jamais. C'est la gestion d'équipe. Voilà, la gestion des hommes. Je suis moins bon là-dedans. Donc j'en ai fait le constat et maintenant je délègue. Donc à chaque fois, j'essaie d'avoir un médiateur pour quelqu'un de confiance qui me comprend et qui fait l'intermédiaire avec les équipes ou avec. C'est ma façon de gérer ce sujet. Ok. Après, j'essaie de progresser là-dessus, mais la partie la plus compliquée. Ouais. On a des très bonnes masterclass management chez Action Coach, on pourra en parler. Tu analyses ou tu as analysé au final chez EY, chez Ciparex, aujourd'hui chez Cambium, pas mal d'entreprises. Est-ce que tu as peut-être un apprentissage qui du coup, enfin, quelque chose que tu constates chez les entreprises régulièrement, peut-être qui toi te permet de voir aussi qu'une entreprise est sous-valorisée ou au contraire que dans les entreprises qui paraissent aller très bien mais dans lesquelles tu n'investis pas. Enfin, est-ce que tu as des choses que tu regardes spécifiquement quand tu fais ton screening pour te dire ce type de boîte est intéressante ou pas? Voilà. Qu'est-ce que tu as appris des autres entreprises quelque part? Ce que je regarde, c'est la prudence du dirigeant, parce que c'est important d'avoir des dirigeants ambitieux qui veulent aller loin, mais il faut pas qu'ils le fassent n'importe comment. Il faut vraiment construire son succès pierre par pierre. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une caractéristique commune de tous les dirigeants que j'ai pu voir, dont la société aujourd'hui connaît un grand succès. Enfin, on voit les sociétés qui connaissent du succès, on voit uniquement le succès qu'elles ont aujourd'hui, mais on oublie de regarder comment il s'est bâti ce Ouais. succès. Et souvent, vraiment, c'est des entrepreneurs qui ont su prendre les bonnes décisions tout en étant prudents et tout en se ménageant des marges de manœuvre au cas où. Et d'ailleurs, c'est des dirigeants qui ont pu avoir parfois des moments un peu durs, mais ils ont réussi à les surmonter justement parce ils avaient cette prudence. Et ça se retrouve dans le bilan de l'entreprise. Le taux de dette dans une entreprise, les liquidités qu'on peut avoir au bilan, ça reflète assez bien, je trouve, la culture du dirigeant là-dessus. Et c'est vrai qu'on voit que souvent, les sociétés familiales sont souvent moins endettées, ont plus de cash, parce que c'est des sociétés qui sont vraiment gérées sur le long terme. Donc c'est un critère important pour moi, ça. Ok, donc de l'ambition quelque part et tout en ayant une gestion bon père de famille, en gardant de la trésor et Ouais. pour les années voilà plus moins fast on va dire. C'est ça, Ouais. l'apprentissage. Ok, est-ce qu'il y a un sujet qu'on arrive déjà à la fin de ce format? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu souhaitais t'exprimer? Non, je sais pas, peut-être les préjugés qu'on peut voir sur les PME, les ETI, côté en Ouais. bourse, justement. Parce que souvent, il y a un mythe qui dit que ces sociétés-là sont plus fragiles parce que plus petites. Donc, on dit que c'est un secteur qui est plus risqué que d'investir dans les grandes entreprises. Et c'est pas forcément vrai. Alors, c'est vrai en moyenne, effectivement, parce que dans la moyenne, c'est des sociétés qui sont effectivement plus petites, donc parfois plus fragiles. Mhm. Mais sur les sociétés auxquelles moi je m'intéresse, auxquelles en général on s'intéresse en tant que gérant, c'est des sociétés qui sont souvent sur des niches, qui sont leaders de leur niche, qui sont très internationalisées, donc finalement qui sont peu dépendants de la conjoncture nationale. Et c'est souvent aussi des boîtes familiales, j'en parlais tout à l'heure, donc qui sont gérées en bon père de famille et qui ont des bilans sains et qui sont parfois moins risqués que des grandes entreprises et avec plus de potentiel puisque avec des taux de croissance plus importants et voilà et on le voit d'ailleurs dans les performances de Cambium, on arrive à investir dans des sociétés qui n'ont rien à envier aux boîtes du CAC 40 alors que c'est des ETI Mhm. mais voilà donc je pense que c'est une légende urbaine le fait enfin en tout cas c'est pas toujours vrai le Ouais. fait que les petites sociétés soient plus risquées et plus fragiles que les grandes. Très bien. Eh ben, écoute, Mathieu, merci beaucoup de t'être prêté au jeu Ah, je t'ai perdu, Benjamin. de l'interview, d'avoir partagé ton entreprise et ton expérience. Et puis, à très bientôt à tous pour un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci, Mathieu.